Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être fidèle à cette chaîne YouTube et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien merci de le faire, c'est toujours ça de prix. Je n'ai pas énormément de temps, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, mais j'essaie de prendre quelques minutes par-ci par-là pour faire des vidéos sur des sujets d'actualité au Japon pour compléter ce que vous pouvez lire dans la presse ou voir à la télé ou éventuellement entendre à la radio. Vous savez que je suis correspondante de Radio France, donc France Inter, France Info, France Culture, de Libération et du Point. Voilà, petit rappel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Shiori Ito. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, on l'a souvent surnommé la figure MeToo du Japon. Alors pour le dire clairement, rapidement et tout de suite, le mouvement MeToo au Japon n'a pas du tout eu l'ampleur qu'il a pu avoir aux États-Unis ou en France. Il a vraiment été très limité, mais toujours est-il qu'au moment de cette vague MeToo, eh bien une jeune japonaise qui s'appelle donc Shiori Ito est apparue comme la figure de ce mouvement au Japon. Pourquoi ? Eh bien parce que, chose rare, elle a osé, lors d'une conférence de presse au club des journalistes de justice du tribunal de Tokyo, elle a osé dénoncer le viol dont elle se dit victime, commis par un journaliste renommé, directeur d'un bureau à l'étranger d'une chaîne de télévision privée japonaise et ami et biographe du Premier ministre de l'époque, Shinzo Abe. Donc elle a fait cette conférence de presse, dénoncé ce viol. Elle a espéré obtenir un procès au pénal, c'est-à-dire une arrestation de celui qu'elle décrit comme son agresseur et un renvoi devant le tribunal pénal. Elle n'a pas réussi à obtenir cela, officiellement pour des questions de preuves insuffisantes. À l'époque, la définition du viol était très restreinte. Effectivement, il fallait apporter des preuves, quasiment des images de la scène pour démontrer la résistance extrême de la personne face à un agresseur pour pouvoir caractériser un viol. C'était vraiment une définition très très restreinte qui a évolué depuis, en partie d'ailleurs grâce à Shiori Ito, mais donc elle n'a pas réussi à obtenir un procès au pénal. En revanche, elle l'a quand même conduit devant le tribunal civil. Alors, pour mémoire, un tribunal pénal juge une infraction, un délit, un crime au regard de la législation en vigueur. Un tribunal civil juge un différend entre deux personnes physiques ou morales. En l'occurrence, elle a donc intenté un procès civil contre ce journaliste et procès qu'elle a gagné. Alors un procès pénal et un procès civil ne jugeant pas exactement la même chose, il est difficile de dire que son agresseur a commis un viol. En revanche, le tribunal civil a reconnu un préjudice subi du fait d'une relation sexuelle non consentie. À l'époque, je rappelle, la définition du viol au Japon n'incluait pas le simple fait du non-consentement comme raison invocable pour caractériser un viol. Donc, en l'occurrence, le tribunal civil lui a quand même reconnu un préjudice et a obligé son agresseur à lui payer des dommages et intérêts. Inversement, lui a intenté contre elle également un autre procès civil pour diffamation, puisqu'elle l'accusait de l'avoir droguée avant de la violer et que lui a réfuté ses arguments et a gagné. Donc, les deux ont gagné partiellement. Et ce procès très médiatisé, en fait, a fini par réveiller quand même des parlementaires, les féministes, les organisations féministes, etc. Tout ce mouvement a fini par faire évoluer une loi qui datait de l'ère Meiji. Et donc, la loi, désormais, est assez proche de la définition du viol dans la loi française, puisque le non-consentement ainsi que d'autres critères sont pris en considération. Donc c'est une définition qui est beaucoup moins restreinte, qui est beaucoup plus large, et l'âge de consentement lui aussi a été relevé de 13 à 16 ans. Voilà.
pour ce rapide résumé de l'affaire. Sauf que du point de vue de Shiori Ito, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque, comme elle l'a raconté dans un livre qui s'appelle Black Box, elle estime que si son agresseur n'a pas été arrêté, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas pu prouver suffisamment qu'elle avait été violée, mais parce qu'il y a eu des pressions en haut lieu pour qu'il ne soit pas arrêté. En fait, elle en veut pour principal élément le fait qu'il y a eu, selon un des enquêteurs qui était en liaison avec elle, il y a eu un mandat d'arrêt délivré, mais un supérieur hiérarchique a stoppé l'arrestation in extremis juste avant qu'elle ait lieu, invoquant le fait qu'il n'y avait pas assez de preuves, et elle estime que c'est pas ça du tout, en fait, que le statut d'ami de Shinzo Abe, donc le premier ministre de l'époque, de son agresseur, lui a permis d'échapper à la justice. À la suite de son livre et de son procès aussi gagné au civil, Shiori Ito a décidé de produire aussi un documentaire, un film, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu, parce que tout ça pose vraiment des problèmes à la fois éthiques, et des problèmes moraux, des problèmes juridiques, etc. Donc je vais expliquer un petit peu de quoi il en retourne. En fait, donc ce film s'appelle Black Box Diaries. Il a été terminé en 2023. Il a été projeté dans une soixantaine de pays depuis 2024. Et il vient tout juste d'arriver au Japon dans une seule salle, et probablement pour seulement une semaine de projection. Alors pourquoi au Japon ce film ne trouve pas le même écho qu'ailleurs, et pourquoi Shiori Ito est à ce point brocardée dans son pays? À l'époque où elle a dénoncé son viol, elle était aussi mal vue par une partie de la population, notamment la population de droite, très attachée à Shinzo Abe, et qui voyait en elle une perturbatrice, une menteuse, etc. Bon, ça c'était une partie de la population à l'époque, mais il se trouve qu'actuellement, Shiori Ito fait face à un mouvement de contestation beaucoup plus large. À l'époque, elle avait le soutien des féministes, elle avait le soutien d'associations, elle avait le soutien de beaucoup de journalistes, notamment des femmes journalistes, mais pas seulement, des hommes aussi, et elle a perdu beaucoup de ses soutiens. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le film de Shiori Ito est présenté à l'étranger comme un documentaire de journaliste sur sa propre histoire, qui serait, le cas échéant, une représentation symptomatique de la façon avec laquelle sont traitées les agressions sexuelles au Japon. Elle ne peut pas tenir exactement ce même discours au Japon, où la situation est plus largement connue et où elle-même s'est mise en porte-à-faux. Pourquoi elle s'est mise en porte-à-faux? Eh bien parce que Shiori Ito a utilisé dans son documentaire des images volées sans le consentement des personnes qu'elle a interrogées, filmées et enregistrées. Alors quelles sont les images qui posent problème? Eh bien par exemple une image d'un chauffeur de taxi qu'elle a filmé à son insu, enregistré à son insu, pour le faire témoigner sur le fait que la nuit du viol, lui-même avait pris en charge dans sa voiture le journaliste et Shiori Ito pour les conduire jusqu'à l'hôtel, et lui témoigne du fait qu'elle voulait descendre de la voiture avant, qu'elle voulait être déposée à une gare, et que le journaliste a refusé, a demandé à aller jusqu'à l'hôtel, et puis arrivé à l'hôtel, il l'a extirpé un peu de force du taxi pour la conduire jusqu'à l'hôtel. Et donc ce taxi raconte cela devant Shiori Ito, mais il est filmé sans le savoir. Il est filmé par un téléphone portable qu'elle pose vaguement, qu'elle tient vaguement dans ses mains, et on voit que c'est filmé à son insu, puisque par moment il est cadré à peu près normalement, et puis par moment on voit plus du tout son visage, par moment on le voit à moitié, etc. Donc ces images étaient volées. Le film a été diffusé tel quel à l'étranger, mais au Japon c'était pas possible, il fallait rectifier ça, puisque le droit à l'image de ce chauffeur de taxi était violé. Donc manifestement l'affaire s'est réglée à l'amiable par une compensation financière pour le chauffeur de taxi, et puis une correction des images pour effacer son visage et modifier sa voix.
Ça, c'est la première chose. Autre image qui pose problème, par exemple, les images des caméras de surveillance de l'hôtel dans lequel Shiori Ito a été conduite à son insu par le journaliste agresseur. Donc les images de la vidéosurveillance avaient été obtenues par l'équipe d'avocats de Shiori Ito pour le procès civil. Et Shiori Ito ainsi que son avocate s'étaient engagés à ce que ces images ne soient pas utilisées de quelque autre manière, donc uniquement pour le tribunal. Malheureusement, Shiori Ito a exploité ces images dans le film, elles y sont toujours, et cela a fâché son ex-avocate, celle qui s'était battue pour Shiori Ito pendant 8 ans et demi et qui avait obtenu gain de cause au procès en civil, et bien désormais est fâchée avec Shiori Ito parce que Shiori Ito a violé l'engagement qu'elle avait elle-même pris, qu'elle avait même déposé devant le tribunal d'une non-exploitation des images des vidéosurveillances de l'hôtel en dehors du cadre de la procédure au civil. Autre image problématique, enregistrement problématique, Shiori Ito a été en lien téléphonique et puis même contact visuel avec plusieurs inspecteurs de police, dont un qui s'est pris de sympathie pour elle en fait et qui a voulu l'aider et qui lui a confié ce qui s'était passé en interne au sein de la police, que l'arrestation de l'agresseur avait été stoppée in extremis, etc. Et en fait, les enregistrements des conversations téléphoniques avec ce policier, eh bien, sont dans le film aussi. Et donc, ce policier est tout à fait reconnaissable par sa hiérarchie, et a d'ailleurs été muté, etc. Donc, a sans doute rencontré, rencontré des difficultés professionnelles à cause de cela. Mais ça figure toujours dans le film, même dans la version projetée au Japon. Autre séquence problématique dénoncée par l'avocate de Shiori Ito, eh bien, c'est par exemple des conversations téléphoniques qu'elle-même a eues avec son avocate, à l'insu de son avocate, et qui fait passer son avocate pour quelqu'un qui a bloqué certaines procédures qui auraient pu permettre de relancer la procédure pénale, etc. Et enfin, une autre séquence problématique, une séquence filmée au sein d'une réunion entre journalistes qui devaient pas sortir à l'extérieur, des images où des jeunes femmes journalistes disent elles-mêmes avoir aussi été victimes de personnes dans leur milieu ou de personnalités politiques et n'avoir rien dit. Et elles non plus n'avaient pas donné leur accord pour que ces images soient exploitées dans le film. Et donc, à l'arrivée, Shiori Ito, elle a perdu beaucoup de ses soutiens au Japon. Moi, je dirais, elle a mal géré cette histoire. Alors, de mon point de vue, Shiori Ito a fait quelque chose de très important. Elle a montré que des femmes pouvaient parler, elle a osé parler d'une part, et puis ensuite elle a contribué à faire évoluer la loi, puisque à l'époque la loi était archaïque, que grâce à elle tout le monde s'en est rendu compte et que des parlementaires ensuite, des associations, etc., tout le monde s'est mobilisé pour faire évoluer cette loi qui a évolué dans le bon sens. Et donc ça c'est tout à fait positif. En revanche, effectivement, moi j'ai vu le film 2 fois, j'ai vu la version étrangère et j'ai vu la version projetée au Japon, et mon impression, ma première impression a été confirmée par le deuxième visionnage, c'est-à-dire que mon point de vue, comme je l'ai écrit d'ailleurs en février dans la presse japonaise, de mon point de vue, ce n'est pas un film documentaire de journaliste. Il s'agit d'un film documentaire d'une victime et qui ne cerne que l'histoire de la victime avec son regard sur sa propre histoire et qui ne va pas au-delà. Et c'est là qu'existe une sorte de dichotomie. Pourquoi ? Parce que ce film est présenté à l'étranger comme un documentaire de journaliste et donc comme un cas tout à fait représentatif de ce qui se passe au Japon dans le traitement des agressions sexuelles. Or, c'était il y a 10 ans, les choses ont évolué depuis et elle ne le précise pas
pas dans son film, elle ne précise pas dans son film que la loi a évolué, que la loi a évolué en partie grâce à elle. Elle ne donne pas d'éléments contextuels non plus sur ce qu'était la loi avant, sur les points qui ont évolué, sur ce qui reste problématique, sur la difficulté sociale et non plus législative qu'affrontent les femmes au Japon pour parler, sur le fait que malgré l'évolution des lois, malgré les efforts faits par les commissariats pour l'accueil des femmes agressées, malgré les guichets uniques qui sont mis en place, malgré des facilités désormais enfin une plus grande facilité à accéder à des kits de tests après un viol, etc. Eh bien, malgré tout ça, la parole reste encore difficile au Japon, donc elle n'analyse pas du tout ces aspects-là. En fait, elle en reste à sa propre affaire, et la perception à l'étranger, c'est que sa propre affaire est représentative de l'ensemble des affaires, ce qui n'est pas le cas. Et donc pour moi, ça n'est pas un film de journaliste, c'est un film de victime qui évidemment suscite l'empathie, qui peuvent certaines scènes peuvent faire pleurer, etc. Mais qui ne reflète qu'une réalité, sa réalité à elle, sur son point de vue à elle, sur son histoire à elle. Et alors ça pourrait être très bien si c'était compris comme ça, mais le problème c'est que c'est compris différemment. Personnellement, Shiori Ito, je pense que c'est quelqu'un qui a deux facettes, qui à la fois peut sembler extrêmement mature dans la façon dont elle va interagir avec les médias, dont elle va répondre notamment à des questions à l'étranger, etc. Et puis qui, en même temps, sur sa propre affaire, et on peut le comprendre quelque part, puisqu'elle est victime, mais a manqué de maturité. Ça m'est apparu, moi, immédiatement, à la première lecture de son livre, donc il y a déjà longtemps, quand j'ai lu son livre, et que j'ai vu par exemple les échanges de mails qu'elle avait eus avec son agresseur après l'agression. Ça m'a posé beaucoup de questions en fait sur la façon, enfin le manque sans doute de conseils, de voix à qui parler, de personnes à qui parler pour éviter de commettre un certain nombre d'erreurs qui lui sont dommageables aujourd'hui, parce que certains des mails qu'elle a échangés avec son agresseur après l'agression plaident en sens inverse en fait, vont contre elle. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais je voulais juste que vous compreniez pourquoi existe cette différence de traitement dans le cas de l'affaire Shiori Ito entre le Japon et l'étranger. En fait, elle-même a, malgré elle peut-être, créé cette situation de duplicité où elle se présente à l'étranger comme documentariste, journaliste qui explique la situation au Japon vis-à-vis des agressions sexuelles, et où au Japon, en fait, eh bien, elle ne représente plus désormais que son propre cas, avec beaucoup parfois de points d'interrogation et beaucoup de rancœur vis-à-vis de la façon dont elle a traité certaines des personnes qui l'ont soutenue tout au long de son combat en justice. J'en reste là pour aujourd'hui, et puis je vous dis à une prochaine fois.